puisque nous en aurons un deuxième après la pause. Donc, nos trois invités vont aujourd'hui parler à la fois de diversité, de découvrabilité, on vous expliquera vraiment ce que c'est, de plateforme et de réglementation, en essayant d'être pas trop aride, en fournissant beaucoup d'exemples, tout ça pour voir un petit peu, ça a l'air de quoi actuellement, la représentation des personnes issues de l'immigration dans nos médias traditionnels et en ligne. Je vous présente nos trois invités qui ont des CV. Je vous invite à lire leur CV sur le site. Je ne ferai pas état de ce CV, mais ça m'a beaucoup impressionné. Alors, à ma gauche, Madame Stéphanie Boisvert, qui est professeure à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Et c'est quelqu'un qui est notamment spécialiste de la culture populaire, des séries qu'on trouve sur les grandes plateformes. Et donc, ce sera très intéressant de l'entendre. Merci d'être là. Madame Stéphanie Paquette, qui est conseillère de la région du Québec pour le CRTC, donc le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes chez Mme Paquette, mais elle a une longue expérience avant d'entrer au CRTC dans ce tribunal administratif qui gère beaucoup de procédures, mais elle a une connaissance intime des grands médias qui sont Vidéotron, Radio-Canada. Donc, je suis très, très contente qu'elle soit là. Et le dernier et non le moindre, M. Destiné Tchewali, qui est professeur au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal. Et M. Tchouali s'intéresse lui aussi à toute la dimension web, les plateformes, la découvrabilité, c'est lui. Alors, nous allons en entendre parler tout à l'heure. Donc, peut-être que je commencerai par vous, Madame Paquette. Le CRTC, dans notre culture canadienne et québécoise, c'est quand même une sorte de chien de garde. Hein? C'est comme le chien de garde pour baliser le terrain de jeu en matière de règles, de diffusion pour les productions au Canada et au Québec. Mais notamment, il a comme mandat de favoriser la représentation des citoyens de tous les horizons, à la fois sur nos écrans et en ligne au pays. Alors, peut-être pour faire le lien avec ces deux belles conférences d'ouverture, je vous demanderais peut-être de me dire ce que vous voyez, vous, de votre point de vue, de votre expertise, comme bénéfice à cette diversité dans nos médias. Comme bénéfice. Que nous ayons des médias oui, qui représentent un peu mieux qu'il y a 10 ans cette diversité. Quel bénéfice trouvons-nous, à votre avis? Je pense que c'est extrêmement important. Je pense que le législateur, le Parlement du Canada qui émet les lois en matière de radiodiffusion et le Conseil, je pense qu'il y a une compréhension et que c'est extrêmement important qu'il n'y ait pas un système de radiodiffusion canadien qui est destiné à seulement une tranche de la population. Donc, il y a une volonté d'avoir un espace commun à travers nos médias où est-ce que l'ensemble des Canadiens, l'ensemble des communautés puissent se rencontrer et échanger. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des avancées? J'ai l'impression qu'il y a des avancées. Est-ce que c'est parfait? Non. Puis on pourra en parler plus amplement. Je pourrais vous faire part de tous les outils qu'on a à notre disposition pour essayer de favoriser la présence des communautés culturelles. Non, mais effectivement, je vous dirais que d'avoir un système qui représente tous est l'objectif. Okay. Une nuance que je voulais faire au CRTC, on n'utilise pas la notion de personnes migrantes, là, comme il y a beaucoup de questions aujourd'hui.
on fait beaucoup plus, on a beaucoup plus une approche qui fait appel, bien entendu, aux notions de communauté culturelle, mais les expressions qu'on utilise plus maintenant, c'est les groupes sous-représentés, Oui, discriminés. les créateurs en quête d'équité, et donc tout ça dans un objectif, encore une fois, d'avoir un espace commun pour tous. OK. Vous parliez d'avancer en quelques mots. À quoi ce serait attribuable les avancées que vous notez dans la représentativité justement de ces Canadiens qu'on voit mieux sur nos écrans et nos plateformes? C'est une excellente question. Je ne crois pas avoir de réponse exacte parce que je pense qu'il y a un mouvement social, il y a vraiment une ouverture qu'on sent de plus en plus. Mais c'est certain, je vous dirais que au Conseil, notre rôle est de mettre en place la réglementation qui va favoriser la représentativité, la participation des communautés culturelles, des communautés en quête d'équité. Donc, je pense qu'il y a des mesures en place qui aident. Et je vous donne un exemple. Oui, allez-y. Nous, au CRTC, il y a 3 axes à travers lesquels, je vous dirais, on essaie d'agir. La première est la représentation des personnes migrantes sur les écrans et derrière les micros. Et pour cette partie-là, je vous dirais que, bien entendu, la question de l'argent, des fonds qui sont disponibles pour la production est extrêmement important. Donc, il existe différents fonds disponibles au Canada, dont des fonds là, qui viennent d'être créés tout récemment. Qui visent justement à financer des productions des créateurs issus des minorités, des groupes en quête d'équité. Donc, c'est un exemple à travers le financement, à travers les différents fonds. C'est un exemple, c'est une façon qu'on utilise pour soutenir la production. L'argent parle. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est à travers les licences qui sont émises par le CRTC, notamment les licences de notre diffuseur public national qui est la Société Radio-Canada. On essaie, en fait, on impose à la SRC des exigences en matière de production, de programmation, de contenu qui représentent la diversité. Mais quand ils ne respectent pas, qu'est-ce qu'on fait? En fait, en général, ils respectent. Mais je vous dirais qu'essentiellement, si, par exemple, il y a un manquement et des conditions de licence, bien, ça donne lieu à des discussions au moment du renouvellement de la licence, telle quelle. Et bien entendu, ça peut mener à des conditions encore plus précises ou à des exigences additionnelles. Alors, je vais passer à M. Chewali. J'aimerais ça vous entendre sur, très concrètement, les gens qui sont issus de l'immigration et qui sont des travailleurs culturels ou qu'est-ce qu'ils vivent concrètement comme problème quand on les cherche dans nos médias ou sur nos plateformes? Qu'est-ce qu'on peut comprendre des difficultés qu'ils ont à se rendre visibles ou à ce qu'ils soient visibles? Merci pour cette question. D'abord, je commençais à préciser que je n'ai pas le dos assez large ou les épaules assez larges pour porter à moi tout seul, bien sûr, bien évidemment, les enjeux autour du concept de découvrabilité. On a commencé à se saisir de ce concept-là dès que le CRTC en a fait l'objet d'un sommet en 2016. Et on continue toujours d'essayer de le conceptualiser, de mieux le vulgariser. Et puis, on est plusieurs à le faire, y compris ici. Bon, ben attendez, vous me tendez une perche, là. Oui. Donc, 2016, c'est moi qui suis un peu en retard. Ce mot-là, je l'ai appris dans ma recherche. Qu'est-ce que c'est la découvrabilité? Alors, la découvrabilité, première définition qu'on avait donnée, ou tentative de définition qu'on avait donnée l'Office québécois de la langue française, c'était la capacité du contenu, le potentiel d'un contenu à se laisser découvrir ou à se laisser proposer, suggérer par quelqu'un qui n'en faisait pas forcément la recherche préalablement. Autrement dit, il faut que ça pop. On aimerait ça que ça pop. C'est ça que ça veut dire? C'est vraiment comment le contenu émerge et se démarque dans un vaste ensemble de contenus. Et ce n'est pas simplement de genre le contenu qu'on cherche quand on trouve.
c'est le contenu aussi qu'on trouve quand on ne le cherche pas. Et que les algorithmes nous proposent. Absolument. Donc, il y a effectivement le poids prégnant de ces algorithmes de recommandation qui hiérarchisent, trient, sélectionnent, exposent, mettent en valeur certains contenus. Et au même moment qu'ils mettent en valeur certains contenus, on s'entend qu'ils en discriminent ou qu'ils en mettent d'autres dans l'ombre. Absolument. Alors, on pourrait lier les deux questions. Tout à fait. Je vous demandais quels sont les problèmes des travailleurs culturels issus de l'immigration et peut-être vous pouvez me faire une petite connexion avec cette difficulté à apparaître sur nos plateformes et dans nos médias traditionnels. Allez-y. La transition est parfaite dans votre question. Effectivement, je comptais bien relier les deux. En partant de la découvrabilité, donc des enjeux de mise en visibilité, bien évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'explorer l'hypothèse d'une sous-représentation ou d'une sous-représentativité des artistes, par exemple, ou des créateurs de contenu issus de l'immigration ou de la diversité. Et cet ensemble de travailleurs culturels qui ont des parcours, des trajectoires de migration. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir les interviewer, faire des entrevues avec eux, notamment pendant la pandémie. Et j'étais parti sur un échantillon d'artistes musiciens, musiciennes, notamment, qui travaillent avec les productions Nuit d'Afrique, vous savez, qui produisent le fameux festival d'été international Nuit d'Afrique à Montréal. Et en fait, à l'unanimité, ce qui ressortait de ces entrevues, c'est qu'il y a des obstacles, des barrières, je ne dirais pas systématiques, mais peut-être plus systémiques. C'est le bon terme. En thème justement d'accès à la diversité des œuvres créées par ces artistes-là et qui fait en sorte que finalement, le grand public canadien, québécois, n'y a pas accès. Et on parle ici, quand on parle de représentation, il faut entendre à la fois la représentation, par exemple, sur nos écrans, sur nos ondes, donc la représentation en termes aussi de proportion physique, hein, de quantité d'œuvres disponibles, accessibles, mises en valeur, mais on parle aussi de représentation symbolique en lien avec, disons, des enjeux de catégorisation. Et quand je parle ici, par exemple, de musique, ce qui ressortait dans ces entretiens avec ces artistes, c'est qu'ils disaient, nous souffrons malheureusement de certains stéréotypes qui contribuent à notre invisibilisation dans le sens où on nous met par exemple tous dans une catégorie un peu fourre-tout qui est la fameuse catégorie musique du monde. Ah oui, on n'en peut plus. On ne peut plus. C'est comme le mot diversité, de façon générale. Il y a beaucoup de gens qui l'ont un peu derrière, en travers de la gorge. Absolument. Oui, la musique du monde, c'est, excusez-moi. La musique de quel monde? Est-ce que c'est un autre monde? On vivrait-tu ici au Québec dans un autre monde et que tout ce qui n'est pas reconnu dans notre monde vient du monde d'ailleurs? Et justement, cette frustration, elle est vraiment exprimée très clairement par la voix de ces artistes qui disent, mais, des fois, moi, je fais de la musique que j'aimerais qu'on identifie comme étant musique québécoise, qui me donnerait plus de la visibilité, mais que juste parce que dans mes chansons, je mets peut-être un peu du bambara ou j'utilise du brésilien des textes qui viennent d'autres langues. Et ça suffit justement qu'on me sorte d'une catégorie et qu'on dénature un peu l'authenticité même de la démarche artistique dont je me réclame, de cette fusion, de ce métissage, de cette diversité des diversités créatrices. Et cela se transparaît. Ça se manifeste à la fois dans notre environnement physique, parfois même par rapport à l'accès à des scènes pour se présenter. Bien sûr, les programmations. Mais aussi dans l'environnement numérique, sur les plateformes notamment. Et ça va plus loin, jusqu'à l'accès des fois au système de financement ou aux subventions aussi. Oui. Donc, en effet, marathon. Madame Boisvert, est-ce que quand on se compare à des sociétés comparables, on se console ou on se désole face à la représentativité de la diversité de nos populations à l'écran ou sur nos plateformes? Est-ce qu'on tire de la patte au Canada ou au Québec particulièrement? Donc, en effet, je pourrais vous montrer un petit schéma si possible. Donc, en fait, ce que j'ai fait, moi, dans les 4 dernières années, c'est que j'ai recensé l'ensemble des productions originales francophones qui ont été créées pour nos plateformes de streaming ici au Canada, donc ici.tv, Crave,
donc éclubillicaux notamment. J'ai recensé tout ça. Alors, évidemment, il y a un enjeu quand même de découvrabilité. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement les œuvres qui nous sont recommandées. On a vraiment allé moissonner tout ce qu'il y avait comme œuvre. Et ensuite, on a procédé à des calculs, donc du point de vue différents volets de la diversité. Alors, je vous l'annonce, c'est la première fois que je montre ce graphique-là. Qu'est-ce qu'on est chanceux. Donc, en voie de publication. Et en fait, ce qui nous a surpris, parce qu'évidemment qu'on a souvent un préjugé favorable à l'endroit des productions états-uniennes. Souvent, on va dire, ah, mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus diversifié. Ce que Netflix nous offre, c'est plus diversifié. Et étrangement, si on compare avec des calculs qui sont faits par Gracenote Analytics pour calculer donc les pratiques inclusives et la diversité dans les œuvres aux États-Unis, si on regarde pour les œuvres de streaming, il arrive à peu près un peu moins de 40 % aux États-Unis, alors que nous, quand même, on arrive avec 62,9 % de séries recensées qui comportent au moins un personnage racisé dans un rôle important, donc récurrent, que ce soit principal ou secondaire. Cela dit, il faut évidemment toujours mettre ce genre de données-là en contexte. C'est sûr que nous, on en fait beaucoup moins. Alors, c'est sûr que c'est facile. Dès qu'on a une œuvre, comme par exemple La Kainu qui arrive, ça fait monter le pourcentage de manière beaucoup plus importante qu'une œuvre de Netflix, parce qu'évidemment, il y a des nouvelles œuvres originales qui arrivent tous les jours. Mais quand même, je pense que ça montre une certaine chose, c'est-à-dire que clairement, comme le mentionnait Stéphanie tout à l'heure, il y a une augmentation, il y a une amélioration qui est notable depuis quelques années, c'est-à-dire que le message passe. Il y a évidemment des programmes de subvention aussi du Fonds des médias du Canada qui permettent donc à des créateurs et créatrices racisés, notamment d'avoir accès plus facilement à la création. Et on voit aussi qu'il y a une demande de la population. Oui. Il y a une grogne populaire et donc on voit que les créateurs et créatrices commencent à en tenir compte. Par contre, comme vous avez vu, évidemment, comme c'est une analyse de contenu, bien évidemment, nous, ce qu'on pouvait calculer, c'était donc les personnages racisés. Alors là, c'est une autre question, évidemment. Donc, est-ce que ces personnages-là sont issus de l'immigration? Est-ce que ce sont des personnages qui sont clairement identifiés comme migrants? Là, c'est beaucoup plus difficile et je dirais, donc, là, on nous essayait de trouver, est-ce qu'il y a des moments de dialogue où c'est mentionné? Bien là, si on tombe vraiment en catégorie migrants et qu'on peut se dire, hors de tout doute, des personnages sont identifiés comme étant migrants et non pas, par exemple, donc, personnages racisés, mais qui seraient peut-être de deuxième ou troisième génération, on en a trouvé seulement 4. Donc, La Kainu, Le Temps des framboises, 6 degrés et Nomade, notamment, qui sont 4 séries où là, vraiment, la question de la migration est clairement abordée. Donc, on pourrait peut-être en reparler, quelles sont notamment peut-être les raisons qui expliquent qu'on aborde peu cette question-là spécifiquement de la migration, mais quand on voit donc l'appel à plus de diversité dans nos représentations, ça commence à être entendu. Il reste beaucoup de chemin à faire, cela dit. On voit quand même, il y a certaines catégories qui sont très peu représentées, les personnages autochtones notamment. Donc, on en parle très peu. Mais c'est ça, la question de la migration demeure peu abordée, par contre. Mais je veux continuer avec vous là-dessus. Pourquoi, selon vous? C'est toujours évident, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Je pense que l'une des raisons, notamment, c'est que ça avance plus vite du point de vue de la diversification devant la caméra que derrière. Alors, évidemment, c'est sûr qu'on ne peut pas tracer un lien de causalité entre les personnes qui créent une œuvre et les représentations à l'écran, mais quand même, il y a un lien à faire. Et donc, on le sait que pour certains rôles créatifs, il y a encore très peu de diversification, notamment le poste clé de réalisation est encore très blanc, très masculin. Donc ça, je pense que ça explique que les enjeux des personnes migrantes sont peut-être donc moins abordés. Et sinon, je pense aussi moi, ce qui m'a semblé en discutant avec des gens, mais aussi en lisant la littérature, ce qui ressort beaucoup, c'est que donc, la volonté qu'on ait des représentations plus diversifiées fait en sorte que les créateurs souvent se disent, OK, il faut faire un peu l'exact contraire de ce qu'on a fait avant. Donc, on essaie de changer des représentations qui étaient souvent négatives par des représentations positives. Et ce que ça fait, c'est qu'on inclut beaucoup de personnes racisées, mais sans parler, par exemple, qui sont migrants, parce que souvent, j'ai l'impression que ça va être perçu par certains comme un signe qu'on voudrait indiquer clairement que ces gens-là ne font pas
vraiment partie de la société québécoise. Donc, cette visée inclusive-là, qui évidemment amène des aspects positifs aux histoires et montre que la société québécoise est beaucoup plus diversifiée. Mais d'un autre côté, ça fait en sorte que, ce faisant, on a tendance à gommer un peu la différence des parcours de vie. Absolument. Parce qu'on a peur que ce soit mal interprété. Et je pense que ça, c'est peut-être une prochaine étape de conscientiser les créateurs et créatrices au fait que les enjeux de migration sont extrêmement présents et on en parle beaucoup dans l'actualité. Alors, pourquoi on en parle si peu dans nos fictions? C'est très intéressant. Il y a une statistique que je vais vous donner qui m'avait jeté par terre il y a 4-5 ans pour un travail que j'ai fait à Montréal comme coprésidente d'une consultation sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la ville de Montréal. Donc, on a tout regardé, de la culture au transport, à l'embauche et tout ça. Rien qu'à Montréal, on le sait, nos productions locales sont faites beaucoup à partir de Montréal. Savez-vous quel est le pourcentage de la population qui est soit fraîchement arrivée ou de deuxième génération? 59%. C'est donc dire que plus de la majorité des Montréalais, qui restent des Québécois, sont issus depuis pas si longtemps de l'immigration. Et donc, il est grand temps, n'est-ce pas, que notre image publique, que nos contenus publics parlent de ça et de ces parcours. Alors, je veux vous entendre maintenant, Madame Paquette. Bon, quand on peut se consoler, il y a des choses. Qu'est-ce qui reste à mettre en place, selon vous, pour accélérer une plus juste représentation de cette diversité des diversités? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Ah oui? Vous êtes porteuse de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup le graphique que vous avez fait. C'est extrêmement intéressant. Puis, effectivement, ça montre qu'il y a du chemin qui a été fait. Vous devez savoir que le Parlement a adopté l'année passée une loi qui s'appelait la loi sur la diffusion en continu en ligne, oui, qui est venue amender la loi sur la radiodiffusion, qui est la loi là, qui gère tout l'écosystème canadien. Donc, je vous mentionne cette loi-là qui est extrêmement importante. Elle est surtout connue parce elle cherche à créer une meilleure équité dans le système de radiodiffusion, notamment en intégrant les grandes entreprises de streaming international afin qu'elles contribuent au système. Mais il y a un volet de la loi qui est extrêmement important aussi, dont on parle peut-être un peu moins à l'heure actuelle, qui est toute la volonté du législateur de donner un deuxième tour de roue sur la question de la représentativité des groupes en quête d'équité, donc communautés culturelles, créateurs racisés. Il y a beaucoup de requis dans la loi que le CRTC, notamment, doit mettre en place. Alors, depuis l'adoption de cette loi-là, nous, on a commencé à revoir au complet tout le cadre réglementaire. On a commencé des consultations là, avec la première au mois de décembre. Sur les contributions. Là, on est encore au stade des contributions des géants du web au système, mais il y a une série de consultations qui s'en viennent et je dirais qu'à toutes les étapes du processus, la question de la représentativité, de la participation des communautés culturelles va être au cœur des discussions. Si c'est une loi et qu'elle n'est pas respectée dans les délais qu'elle créera elle-même, il y aura des conséquences. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais cela dit, de la loi doit découler la réglementation. Bien sûr. Et on est en ce moment à l'étape de définir la réglementation. Okay. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on cherche beaucoup à consulter à travers tout ça. La bonne nouvelle, c'est que depuis le début des consultations, là, depuis qu'on a commencé le processus de définir la réglementation, on a reçu plus de 350 interventions spécifiquement sur la question
la représentation Il y a des du monde groupes. qui veut vous parler. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes pour du contenu qui est représentatif. Et donc, comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de décisions et de discussions qui s'en viennent. C'est comme sur s'il y cette avait, question. vous en avez parlé toutes les deux, c'est comme s'il y avait un mouvement actuellement, une tendance de fond, puis il y avait comme un moment d'accélération de cette tendance. Est-ce que je me trompe, Madame Boisvert? Oui, je pense qu'il y a clairement un mouvement. Après, je pense que le meilleur conseil qu'on puisse donner dans une telle situation, donc dans un contexte où on voit que les choses sont en train de bouger et qu'il y a une tendance à la diversification, c'est de demeurer plus vigilant que jamais. Absolument. Parce que c'est très fréquent dans les industries culturelles, dans les industries médiatiques, qu'on fasse très rapidement des changements, par exemple amener plus de diversité, donc ce qui amène une perception au sein de la population que les choses ont énormément changé. Et ensuite, une fois qu'on a redoré son image, on revient à des pratiques qui sont moins inclusives. Et notamment à ce sujet-là, donc j'avais noté une statistique qui est quand même assez significative. Donc aux États-Unis, bon, la USC Annenberg Inclusion Initiative a constaté qu'à Hollywood, il y a eu moins de femmes notamment embauchées et moins aussi de réalisateurs et réalisatrices issus de groupes marginalisés en 2022 qu'en 2021, notamment pour les plus gros films. Donc, ce qu'on voit, c'est que parfois, il y a cette tendance-là, OK, on a l'air beaucoup plus inclusif, on diversifie nos pratiques d'embauche. Et une fois que les gens semblent satisfaits, on revient à des pratiques plus conservatrices. Et dans un contexte à la fois où donc la pandémie de COVID-19 a fait énormément mal aux industries culturelles, ça amène parfois une tendance à revenir à des valeurs sûres. Donc, ça peut dire ça aussi, notamment Exactement. revenir à des cinéastes qui sont considérés comme les plus rentables, des comédiens et comédiennes qui sont considérés comme les têtes d'affiche, hein, les fameux A, comme on les appelle ici. Et aussi, donc, je dirais la difficulté financière, ou plutôt les difficultés financières que vivent les industries médiatiques actuellement, peut aussi amener à se rabattre sur des valeurs sûres. Et il n'y a pas seulement nous ici au Québec et au Canada que ça concerne, mais même aux États-Unis, ce qu'on voit à Hollywood. Regardez, depuis un an, on commence à diminuer les investissements, à produire moins de projets parce qu'on se rend compte que l'industrie du streaming est très difficile à rentabiliser. Et donc, ce que ça veut dire dans les prochaines années, il va falloir être très vigilant pour voir qu'est-ce qui va rester comme œuvre qu'on va produire. Parmi tous les projets qu'on va avoir donc retirés, définancés, lesquels vont être mis à l'écran et est-ce que ces projets-là qui vont finalement voir le jour vont encore être aussi diversifiés que ce qu'on voit actuellement? Très intéressant. J'aimerais vous entendre, Monsieur Chiouali, parce que vous avez parlé de Vue d'Afrique tout à l'heure, de vos interviews avec des artistes et tout ça. Il y a quelque chose d'intéressant, je pense, avec la percée. Moi, j'aimerais que, parce qu'il va falloir qu'on clôt malheureusement ce panel bientôt, mais on peut se laisser sur une autre note presque positive. Qu'est-ce que c'est cette histoire de la percée? Et je sais que vous menez un projet, je pense, avec eux, non? Oui, donc c'est avec Nuit d'Afrique, hein, plutôt que Vue d'Afrique, plus Ah, dans le c'est pas cinéma. Vue d'Afrique, c'est Non, Nuit? c'est Nuit Ah oui, d'Afrique. oui, Donc, OK. au niveau de la musique. Et d'ailleurs, la Percée, c'est un laboratoire collectif, justement, avec les artistes qui sont au cœur de notre démarche. Il y a bien évidemment des chercheurs et des professionnels de l'industrie musicale. Et c'est parti de cette idée que finalement, on pourrait trouver des solutions qui iraient dans le sens de mieux refléter de manière équitable la diversité musicale de la scène québécoise, en ligne notamment, entre autres. Et donc, on est parti sur un projet de plaidoyer qui visait en premier peut-être les plateformes. Et finalement, ça va bien au-delà, puisque à travers un processus de recherche, action, concertation avec OK. ces acteurs-là, on commence maintenant par mesurer concrètement, essayer de quantifier cette découvrabilité de ces artistes-là, ou la faible découvrabilité de ces artistes-là. Et on va aussi plus loin, on va vraiment penser maintenant à des processus qui nous amèneraient à faire un genre de créer de nouveaux modèles d'indexation, de taxonomie. Il y a tout un enjeu de resémantisation là, justement, sur la manière dont on nomme les choses, on les identifie, on les classe. Et ça, c'est un travail collectif qu'on fait avec la Disque, avec Ah, Métamusique c'est bon. et plusieurs opérateurs, justement, qui travaillent sur des enjeux de métadonnées musicales. De métadonnées musicales. C'est vraiment intéressant. Je pourrais prendre une question de la salle.
Allez-y, je n'ai pas de micro, mais Ivana court vers vous. J'avais une question concernant notamment, donc Stéphanie Waver, vous nous avez montré le graphique concernant les queers racisés, etc. La question de la racisation, on avait une étude pareille qui avait lieu en France sur le cinéma, mais ce qu'on avait montré, c'est que ces premiers rôles, ces rôles racisés sont souvent très stéréotypés, c'est des gens de la ville, de classe sociale très populaire, et qu'au final, oui, c'est bien, mais on voit qu'il y a tous ces stéréotypes-là. Et pour rejoindre cette question, est-ce que les artistes, musiciens québécois racisés arrivent à percer en dehors de Montréal? Est-ce que c'est un stéréotype et au final, en dehors de Montréal, il y a quand même une scène culturelle ou au contraire, ben, c'est quand même très centré sur Montréal? Donc, c'est un peu les deux questions. OK. Ben, allez-y sur la musique, on va. Mais ce n'est pas du tout un stéréotype, hein. Ça se reflète effectivement dès qu'on quitte la métropole, qu'on a encore des enjeux d'accès à des scènes pour ces artistes-là. Et je dirais même aussi que ce qui se passe, c'est que les artistes en question, ils se disent, là, on sait que le public québécois ou canadien serait, disons, très, très ouvert à explorer d'autres univers musicaux et aller donc justement à cette découverte-là de contenus musicaux qui viendraient originaux, avec des influences d'ailleurs, etc. Et que donc, de faire porter le fardeau sur le fait que le public ne soit peut-être pas assez prêt et qu'il faudrait... moi, j'ai entendu des artistes me dire, leur maison de production qui les oblige parfois justement à faire des collaborations avec des artistes plus connus, de plus grande notoriété, à traduire leurs chansons en français, etc., avant de pouvoir prétendre à une forme de visibilité. Et ça ne vient que reproduire des biais finalement et qui n'aident pas à ces artistes-là d'assumer finalement qui ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent faire passer aussi comme message à travers leur création, leurs œuvres. Madame Boisvert, par rapport au premier rôle, est-ce qu'ils sont stéréotypés? Alors, effectivement, bon, il y a certains rôles qui sont stéréotypés. Cela dit, on voit quand même une amélioration aussi de ce côté-là. Je dirais, par contre, là, pour moi, où j'ai plus, je dirais, perçu des pratiques, je dirais, donc pas nécessairement une représentation stéréotypée, mais une pratique stéréotypée, c'est que malgré tout, donc, c'est surtout donc les personnages racisés, mais aussi bon, les personnages identifiés comme queer, qui sont parfois aussi les mêmes personnages, il y a des croisements, vont être encore beaucoup plus souvent relégués dans des rôles secondaires que des rôles principaux. Hein? Et donc, ça, il faut évidemment le mentionner. C'est bien beau d'arriver avec des chiffres et de les compter, mais ensuite, quelle place on leur donne dans les récits? Et pour moi, c'est ça la pratique la plus stéréotypée en télévision, c'est qu'on a encore cette tendance-là à reléguer au rôle secondaire, même si on voit quand même une amélioration intéressante là, du côté des premiers rôles. Notamment, moi, j'ai pu voir qu'il y avait une amélioration aussi parce que Angie Landry, qui est une journaliste, avait fait un super beau dossier en 2019 pour Radio-Canada qui s'appelait donc, je pense, détruire le plafond de verre ou quelque chose comme ça. Vous irez voir. Et à ce moment-là, premier rôle, donc personnes racisées, c'était 8,1 %. Moi, j'arrive à des pourcentages plus élevés. Donc, ça montre quand même qu'il y a peut-être certaines améliorations, mais c'est ça, encore vraiment plus une tendance au rôle secondaire. Et je dirais, pour faire un lien avec donc la fameuse notion de découvrabilité, moi, ce qui me désole, par contre, c'est que beaucoup de ces contenus-là sont très, très peu connus, sont peu recommandés sur les plateformes. Moi, souvent, j'en parle avec des collègues ou des étudiants qui disent « Ah, mais je ne savais pas que cette série-là existait. » Donc, nous, on a regardé toutes ces séries-là qui sont plus regardées, mais il y a ça aussi. Est-ce que les gens vont être en contact avec cette diversité-là et avec des rôles qui se veulent moins stéréotypés? Bien, pour ça, il va falloir penser à de nouvelles stratégies de recommandation. Est-ce que vous avez des pistes de solutions à cet égard-là? Comment faire en sorte que l'ensemble de la population soit mise au courant de ces séries plus originales? Oh là là, hey, là, on pourrait me partir une demi-heure là-dessus. Mais là, je vais partir 3 minutes. C'est ça. Je dirais, d'abord, pour moi, il y a un énorme travail aussi, tout simplement, de conscientisation à faire ici au Québec et au Canada par rapport à nos plateformes locales. D'année en année, la part de marché pour nos plateformes de streaming locales ne cesse de baisser. Les gens se tournent vers Netflix, vers Amazon Prime Video, vers Disney+. Donc, il faut aussi rendre notre offre plus attractive, mais aussi tout simplement faire en sorte que les gens
sachent que ces plateformes-là existent. Il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe. Et sinon, ben, je pense effectivement qu'il y a moyen de repenser la manière de sémantiser, de cataloguer ces œuvres-là, mobiliser aussi beaucoup les réseaux sociaux numériques qu'utilisent beaucoup les jeunes pour rendre ces contenus-là visibles. Et sinon, ben, je pense qu'on pourrait partir d'une belle discussion aussi autour de la loi C11. Et est-ce que le fait de oser réglementer les algorithmes pour qu'ils favorisent la découvrabilité ne serait pas aussi une voie à suivre? Mais bon, je ne vais pas partir de débat, mais... Madame Guèvremont a une question. En fait, Stéphanie Boisvert m'enlève les mots de la bouche pour la question que je souhaitais poser à Stéphanie Paquette. On sait que les directives qui ont été données au CRTC concernant la mise en œuvre de la loi, l'élaboration de la réglementation entourant la mise en œuvre de la loi, demandait notamment de ne pas intervenir au niveau de la prescription algorithmique ou en tout cas de réduire au minimum l'interférence que l'on pourrait avoir avec la recommandation algorithmique. Comment y arriver dès lors en ce qui concerne les plateformes étrangères qui ciblent le public canadien? Comment va-t-on réussir à mettre de l'avant cette diversité souhaitée, notamment dans le cadre des consultations, de 350 contributions qui ont abordé cette question? Avez-vous des secrets à nous révéler aujourd'hui? Alors, on rentre dans C11, là. Oui, on rentre dans C11. Mais écoutez, il y a plusieurs éléments dans la question parce que je vous dirais que quand vient le temps d'appliquer, de discuter de C11, on est beaucoup plus dans la notion carrément de protection de la diversité culturelle, même nationale, là, versus. Donc, et à travers tout ça, il y a le souci que cette diversité-là, cette culturelle qu'on veut protéger, reflète l'ensemble de la société. Ça, c'est une chose. Maintenant, concernant la découvrabilité, première étape, là, je vais vous dire, le projet de loi a été adopté à l'été dernier, tout récemment. Et il y a urgence, là, comme vous le savez, nos médias locaux souffrent énormément en ce moment. Ce sont les revenus d'abonnement, les revenus publicitaires qui s'en vont maintenant vers les grandes entreprises. Ouais. Alors, je vous dirais que la première chose que le CRTC a voulu faire et est sur le point, là, on a annoncé qu'il y aurait une décision d'ici l'été. En fait, dans le courant de l'été, devrais-je plutôt dire, c'est de s'assurer que ces géants-là contribuent financièrement au système. Et donc, il va y avoir une décision, ce qu'on appelle la décision sur les contributions, qui va être rendue. Ensuite, il va y avoir d'autres étapes. La décision sur les contributions, c'est un peu comme pour boucher le trou, hein, s'assurer que l'eau arrête de sortir du navire. Il va y avoir d'autres étapes où est-ce qu'on va effectivement discuter de toutes ces questions-là et d'autres consultations publiques. D'autres, bien entendu, ces décisions-là ne sont pas prises par le Conseil en réfléchissant par lui-même, mais on va avoir besoin de beaucoup d'experts pour nous recommander. Donc, on n'est pas encore rendu à légiférer sur la découvrabilité. Pour moi, c'est une partie de la solution, la découvrabilité, mais il y a d'autres choses. D'autres choses étant? Entre autres, la question de nos plateformes locales, comme on dit, nos clubs illico, Crave, Tout.tv. Tout.tv. Quand on regarde la télé traditionnelle, il n'y a aucun problème de découvrabilité sur la télé traditionnelle en ce moment. 90% du prime time, c'est de la programmation locale. Donc, il faut, je pense qu'une partie de la solution qui passe par avoir des plateformes locales qui demeurent fortes et présentes pour la population. OK. Jules ou Ivana, avons-nous une question sur le web? Pas de question pour le moment. Oui, je voulais justement, allez-y, monsieur Chewali. Parce que je m'en voudrais de ne pas rebondir à cette discussion très, très intéressante sur les enjeux réglementaires en lien avec la découvrabilité. Et je voulais faire du pouce sur ce qu'a dit Véronique sur les enjeux des algorithmes. Parce que moi, en tant que chercheur, et avec les résultats de mes recherches, c'est ce qui vient vraiment nous préoccuper le plus actuellement, c'est de se dire que la découvrabilité, finalement, en tout cas, si on prend le cas des grandes plateformes internationales qui
concentrent le plus de consommation culturelle, c'est les gatekeepers, là, comme on les nomme. C'est un enjeu avant tout de recommandation des algorithmes. Dans le sens où, oui, les plateformes n'ont jamais exposé autant de diversité au niveau de l'offre, mais en même temps, on a ce phénomène de concentration qui fait que notre attention est designée et que tout ce qu'on nous recommande nous pousse vers les mêmes produits vedettes, les mêmes, qui ne sont pas forcément francophones d'ailleurs, en passant. Non. Et on a fait des tests, par exemple, nous, avec Deezer, de manière concrète, Deezer qui est la plateforme équivalente de Spotify, mais sur le marché francophone plus. Et on a créé des personas, donc des profils d'utilisateurs, d'usagers qui voudraient consommer des musiques francophones, des musiques africaines, etc. Puis on a regardé, observé sur 3-4 mois, qu'est-ce que la plateforme nous poussait. Et sur 260 000 recommandations, on a pris un échantillon quand même assez conséquent. Il n'y en avait que 30 000, donc soit à peine 13%, moins de 15% qui dirigeaient vers des contenus francophones. Et quand on a posé la question aux développeurs de chez Deezer, là, je les ai même rencontrés à Paris, ils disent oui, mais on est conscient de ces biais de nos algorithmes, là. On veut y travailler pour, mais tant qu'il n'y aurait pas peut-être, par exemple, une loi ou quelque chose qui viendrait les forcer à muscler un peu ce qu'il faut. Ou à mettre en place, je ne sais pas, ne serait-ce que des quotas de recommandations, par exemple, francophones ou nationaux, ils ne vont pas forcément, ils vont se dire, ben, nous, on écoute finalement ce que les consommateurs nous demandent, sauf que ce que les gens vous consomment, c'est vous qui le prescrivez là. Donc, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Et c'est une très bonne manière pour eux de s'échapper. De ne rien faire. Ben oui. Il y a une question dans la salle. Oui, allez-y, bonjour. Bonjour, donc Greta Badiou de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels de Fribourg. J'avais une question pour vous. Est-ce que, en tant que migrants ou en tant qu'artistes, les artistes migrants, à travers leur œuvre, ils ont une sorte de solution de vouloir se mettre deux fois en scène ou prendre une place dans l'espace public, à la fois par rapport à leur expérience de migrants, mais aussi par rapport à leur œuvre. Donc, j'aimerais bien savoir de votre part, parce que c'est bien que l'État il a une responsabilité par rapport à la reconnaissance de la diversité au sein des espaces publics, mais il y a peut-être, vu que c'est complexe, on voit très bien que c'est complexe, même par rapport à la média et tout le reste, comment on prend cette place en tant que migrant et est-ce qu'on le fait à travers une œuvre souvent, donc à travers la musique, c'est une expression culturelle qu'on porte, en nous, on porte de loin et on a envie de se rendre visible mais aussi légitime. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ou est-ce qu'il y a, on sait qu'il y a des difficultés aussi, on sait qu'on ne va pas accepter de la même façon quelqu'un qui a une peau noire et quelqu'un qui a une peau blanche et ça, on est, comment dire, même si on ne le dit pas ouvertement, on est conscient que ce n'est pas facile. On sait que quand on entend un accent, on a vite automatiquement une certaine discrimination où l'oreille ne va pas entendre de la même façon. Donc, comment on fait en fait en tant qu'artiste migrant ou comment les artistes migrants font? C'est question à 100 000 $. Ah oui, vraiment, mais d'une profondeur. Écoutez, moi, de ce que j'entends, les artistes, ils se le disent, vous avez aligné tous les mots-clés là, reconnaissance, légitimité, mise en visibilité. Ils ont envie, effectivement, ils se disent qu'ils ont le devoir de faire 2 fois ou 3 fois plus des fois pour aller conquérir, gagner des publics qui ne le sont pas acquis, même quand ils sont dans leur trajectoire de migration, considérés qu'ils sont déjà très bien intégrés, connus, mais finalement, qu'on les connaît mieux dans leur communauté que au-delà. Et ils n'aiment pas ça, des fois, être catalogués ou réduits à se dire, oh, ben, c'est les représentants de la diversité, dans le fond, et que même dans les programmations, ben, on les présente comme tels, toujours artistes de la diversité, etc. Et que ce label-là, des fois, que c'est empreint de plein de biais où ça reproduit des biais un peu ethnocentrés au niveau du public, qui, au-delà de se départir d'une vision, d'une quête un peu exotique d'aller découvrir ou d'aller à la rencontre de l'autre ou d'autres univers musicaux, ne va pas forcément faire l'effort d'intégrer que ces artistes-là font partie de la diversité de notre production, de la vie culturelle locale, québécoise ou canadienne. Et donc,
ça revient à ce que disait Alexandra au début. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de nos publics. Donc, l'éducation culturelle des publics pour les sensibiliser justement aux apports aussi de ces artistes migrants et à leur reconnaissance, disons, de manière pleine Oui. de la richesse de leur création et de comment ça vient enrichir notre patrimoine culturel. Il y aura un travail à faire là-dessus, y compris au niveau des politiques culturelles et des discours politiques notamment. C'était aussi qu'est-ce qu'on peut faire en tant que migrant pour mieux se faire reconnaître au-delà du contexte. Hein, je comprends qu'il y a une réponse par rapport au contexte. Est-ce que vous avez entendu des propositions originales de gens qui ont trouvé une façon d'accroître leur visibilité publique par des stratégies peut-être nouvelles? Beaucoup de ces artistes me disent que ce qui leur apporte plus de visibilité finalement, au-delà du fait d'être joué à la radio ou de passer sur les ondes ou de faire des scènes, c'est quand ils se réapproprient le narratif de leur trajectoire d'artistes issus de l'immigration, sans tomber dans le misérabilisme, hein, mais de pouvoir présenter effectivement les formes d'adversité qui sont par lesquelles ils passent pour pouvoir percer éventuellement. Donc, il y a comment on les appelle déjà, des chroniqueurs ou des journalistes qui, des fois, leur écrivent, vraiment font leur bio, ou les mettent en avant en marge même des festivals auxquels ils participent. Et ils trouvent des fois que ce narratif-là leur ramène aussi davantage de la visibilité parce que ça permet de connaître ou de découvrir l'histoire derrière l'artiste qui vient devant vous. Et là, que ça leur amène finalement, peut-être par curiosité ou autre, mais ça amène le public à s'intéresser davantage à eux, même quand ils les voient se produire sur scène, mais ils peuvent aller chercher maintenant, aller les voir ou s'abonner dans leur communauté de fans sur Netflix, enfin YouTube, Insta, et TikTok et autres. Et donc, ça peut justement aussi contribuer, là, cette partie de les mettre en valeur à travers leurs histoires, les récits de leur parcours, même de migrants. Oui, ben c'est tout à fait ce que Mme Santaki disait ce matin. Il faut valoriser le courage de ce que ça veut dire changer de vie, de pays, de rêve, finalement. Et je pense que ça peut parler à beaucoup de gens qui en ont des rêves dans leur petit coin de pays, puis qui peuvent être portés par ceux-là plus grands, vraiment. Je veux vous remercier tous les trois, Mme Boisvert, Mme Paquette, M. Chouali.